Merci de vous informer avec Trends Canal Z. Tout de suite, retrouvez Z sur 7, votre podcast quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 7 mars. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Rémi Bernard et animé par Anne Marchand. Bonjour à tous, bienvenue dans Z sur 7. Pour terminer la semaine, nous revenons sur la volonté européenne de renforcer sa force militaire. Ça, c'est les résultats vraiment de la sévérité et de la gravité de la situation à ces moments. Nous aborderons également l'impact économique sur les marchés financiers en fin d'épisode. La Wallonie a une carte à jouer dans l'industrie de la défense, comme nous le verrons avec Peak Scouting. Nous pouvons accélérer, nous pouvons produire plus. Enfin, Brussels Airlines dévoile ses résultats de 2024 et les chiffres sont réjouissants. Z sur 7, c'est parti. Z sur 7, à la une. La menace russe et le retrait progressif des États-Unis incitent les Européens à renforcer leur capacité de défense au-delà des limites imposées par les règles budgétaires de la zone euro. Même des pays traditionnellement attachés à la rigueur financière, comme le Danemark, les Pays-Bas ou l'Allemagne, semblent disposés à assouplir leurs principes pour engager un réarmement d'envergure. Cynthia Alcidi, chef de l'unité politique économique du think tank CEPS. Je crois que l'exemple le plus clair, c'est l'Allemagne, qui est traditionnellement un pays qui a toujours opposé une certaine lassitude, on va dire, au niveau des finances publiques, et qu'avec les nouveaux chanceliers a mis sur la table un plan d'investissement pour la défense qui est de plusieurs centaines de milliards d'euros. Donc ça, c'est assez impressionnant. Et ça, c'est les résultats vraiment de la sévérité et de la gravité de la situation à ces moments. La présidente de la Commission européenne soumet aux chefs d'État et de gouvernement son plan Rearm Europe. Sa première proposition consiste à autoriser chaque pays à augmenter ses dépenses militaires de 1,5% par an, sans que ces montants soient pris en compte dans des procédures de sanctions pour déficit excessif. Ça donne vraiment beaucoup de possibilités au gouvernement, à chaque gouvernement européen d'investir dans la défense. De l'autre côté, bien sûr, il faut aussi réfléchir au fait que certains pays, comme l'Italie ou même la Belgique, qui ont une dette très élevée, de la dépense additionnelle pourrait faire réagir les marchés internationaux en termes de taux d'intérêt. En complément des investissements nationaux, la Commission souhaite mobiliser des fonds européens pour la défense. Toutefois, cela s'avère plus complexe car l'idée d'un nouvel emprunt européen divise les États membres. Bien sûr, il y aurait l'option de la dette publique européenne, mais ça pourrait prendre beaucoup plus de temps. Donc, pour l'instant, c'est que la Commission a proposé, c'est pouvoir utiliser des fonds européens qui existent, mais qui n'ont pas été utilisés, comme les fonds encore disponibles dans les fonds de relance européens, ou même potentiellement les fonds de cohésion européenne, mais au niveau politique, ça devient beaucoup plus délicat. Dépasser les règles budgétaires était impensable pour les Européens lors de la crise de l'euro il y a 15 ans. Pourtant, ils l'ont fait pendant la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, ils semblent prêts à mettre de nouveau la rigueur budgétaire entre parenthèses. Z sur 7, à la une. Et le développement de l'industrie belge de la défense s'appuiera largement sur la Wallonie, l'un des rares secteurs où le sud du pays devance nettement la Flandre. Un exemple notable est Peak Scouting, une entreprise située en région liégeoise, spécialisée dans la peinture de haute précision, notamment pour le matériel roulant et l'armement. Un savoir-faire essentiel, loin d'être anecdotique. Écoutez Nicolas Houben, CEO de Peak Scouting. La peinture dans le secteur de la défense, c'est ce qui va donner la technicité à la pièce. Ça va permettre à la pièce de ne pas rouiller, bien entendu, de ne pas réfléchir le soleil, mais également de pouvoir baisser l'impact et la trace infrarouge dans les radars, par exemple. On peut également imaginer des peintures qui sont conductrices d'électricité. Aujourd'hui, Peak Scouting emploie 18 personnes et traite chaque année 250 000 pièces destinées au secteur de la défense, aussi bien pour des clients privés que pour l'armée belge. Son dirigeant, Nicolas Houben, se dit prêt à augmenter la production pour répondre à la demande croissante. Le ministre Franken, la semaine dernière, disait « Nous aurons besoin de la Wallonie dans l'effort de réarmement ». La réponse que je voudrais lui donner, c'est « Les PME wallonnes et chez Peak Scouting, nous sommes prêts ». Nous avons investi 750 000 € ces 2 dernières années pour produire plus, pour produire
plus propre et pour pouvoir former nos équipes. Donc la réponse est, nous pouvons accélérer, nous pouvons produire plus et nous avons également des capacités de construction de halls supplémentaires si jamais la demande s'en faisait sentir. Pour se développer, Pix Coating doit recruter, mais c'est là que le défi se pose. Les métiers manuels et hautement spécialisés peinent à attirer la jeune génération, obligeant l'entreprise à adapter sa stratégie. Les métiers techniques sont en pénurie, je pense qu'on s'en rend bien tous compte. Un peintre industriel de précision ne fait pas exception à la règle. Donc, nous avons mis en place des systèmes de formation en interne, mais aujourd'hui, nous lançons un appel à la féminisation également du métier. Il n'y a aucune barrière à ce qu'une dame soit peintre industriel de précision. Et nous avons les capacités de former les gens. Z sur 7 à la une. La CEO et la Chief Financial Officer de Brussels Airlines affichaient un large sourire lors de la présentation des résultats annuels de l'entreprise. En 2024, la compagnie a réalisé un chiffre d'affaires de 1,54 milliard d'euros, en légère hausse par rapport aux résultats de 2023. Dorothea van Boxberg, CEO de Brussels Airlines. C'est le meilleur résultat jamais enregistré par Brussels Airlines. La marge bénéficiaire de 3,8% réalisée est la plus élevée jamais enregistrée. C'est quelque chose dont nous sommes très fiers. Je pense que c'est la combinaison d'une bonne demande de nos passagers qui aiment voler avec nous, d'une bonne position en termes de coûts et d'une stabilité opérationnelle qui nous permet de voler de manière ponctuelle. Le management mise sur une augmentation de capacité pour accompagner la croissance de Brussels Airlines. Au cours de l'année, la compagnie ajoutera 2 avions à sa flotte, un Airbus A330 pour les vols long courriers et un Airbus A320 pour les moyens courriers. Par ailleurs, la filiale de Lufthansa a signé un contrat avec Air Baltic qui opérera pour son compte 4 Airbus A220 durant l'été. Cela nous permettra de mieux connecter la Belgique. Nous investissons également dans le produit, un meilleur accueil, plus de nourriture sur les longs vols. Il y a donc vraiment beaucoup de sujets que nous avons comme ambition. On constate également un relatif apaisement du climat social après des grèves et des problèmes de maintenance. Aujourd'hui, Brussels Airlines emploie près de 3600 collaborateurs, soit une augmentation de 5% par rapport à la fin de 2023. La direction assure que les recrutements se poursuivront en 2025 avec un rythme d'une personne par jour. Nina Overdyk, CFO de Brussels Airlines. C'est plutôt une confirmation de la stratégie que nous avons lancée il y a quelques années. Nous avons dû restructurer l'entreprise car c'était nécessaire. Nous étions à peine rentables par le passé. Restructurer l'entreprise en ayant une bonne position de coût, mais aussi en obtenant de bons résultats par rapport à notre objectif de 8%, qui est notre cible de marge. Faut-il des géants bancaires pour sauver l'Europe ? C'est la question que se posent Baptiste Lambert et Sébastien Buron, journalistes Trends-Tendance. Face aux défis géopolitiques et militaires, la pression s'intensifie pour déréguler le secteur bancaire européen et réaliser des mariages transfrontaliers. Dans la réalité, c'est plus compliqué. L'union bancaire se heurte aux nombreuses législations nationales. Oui, on sent bien que dans les milieux bancaires, qu'il s'agisse des banquiers eux-mêmes ou des régulateurs, on s'inquiète de ce mouvement de dérégulation aux États-Unis. Et donc, il y a des appels et des voix qui s'élèvent pour trouver des solutions. Alors, les banquiers, eux, ils plaident pour, comme je vous le disais, pour qu'on soit moins strict dans la régulation, qu'on leur permette aussi d'immobiliser moins de fonds propres. Voilà. Et puis alors, il y en a d'autres qui comme Christine Lagarde, donc la présidente de la BCE, qui appellent à des fusions, ce qu'on appelle des fusions transfrontalières, donc par-delà les frontières, pour constituer des géants qui seraient capables de rivaliser donc avec les mastodontes américains. Mais donc, si je comprends bien, la solution miracle n'est peut-être pas celle-là, mais on parle toujours de cette fameuse union des capitaux. C'est sans doute vers ça qu'il faut aller plutôt que des géants bancaires ou pas ? Oui, parce que créer des géants bancaires, c'est pas évident. Par-delà les frontières, il y a des obstacles. Les réglementations, on le sait, sont différentes d'un pays à un autre. Chaque pays a envie de garder son champion. Donc ça, c'est la question de la souveraineté nationale. Donc c'est pas toujours évident. Et puis alors, il y a les mauvais souvenirs de la crise de 2008. On sait ce que ça a amené, les banques too big to fail. Donc en fait, le vrai problème
véritable problème et la vraie solution ne sont peut-être pas là, mais sont dans l'achèvement en fait du fameux marché des capitaux qui n'est toujours pas unifié en Europe. Et là aussi, de nombreux banquiers et les régulateurs plaident pour qu'on avance et disent qu'il est urgent d'achever donc ce marché des capitaux pour permettre aux banques d'avoir une force de frappe financière équivalente à leurs concurrentes américaines. Oui, c'est ça, et ça figurait clairement dans le rapport de Mario Draghi. Mais exactement. Voilà. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Et pour votre analyse quotidienne des marchés financiers, c'est Caroline Palumbo, spécialiste ESG chez BNP Paribas Fortis, que nous accueillons. Les marchés européens évoluent résolument vers le vert, largement stimulés par la perspective de baisse des taux par la Banque centrale européenne. Peut-être, pour revenir sur cette décision de la Banque centrale européenne, on voit vraiment de plus en plus qu'elle est motivée par des données économiques, donc on fonctionne vraiment au cas par cas. Les prévisions d'inflation pour 2025 sont de l'ordre de 2,3%, avec janvier quand même à 2,5%. Alors nous, nos perspectives sont plutôt autour de 2,1%. Mais donc voilà, la politique monétaire continue à aller vers une baisse des taux. Mais je dirais que c'est peut-être la dernière décision un peu facile de la part de la Banque centrale, et on sent en filigrane dans le discours de Christine Lagarde cette nuance qu'elle souhaite apporter effectivement pour la suite. Pour ce qui est des marchés, on voit que les prévisions bénéficiaires sont assez confortables, mais pas non plus très vigoureuses. Il faut savoir aussi que le marché européen a bien monté depuis le début de l'année. Il affiche un rapport cours-bénéfice qui est de l'ordre de 17. Ça n'était plus arrivé depuis une vingtaine d'années. Donc attention, il faut quand même prendre ces bénéfices de temps en temps, je pense. Nous l'avons évoqué précédemment, l'Europe mise également sur de vastes dépenses dans le secteur de la défense, un secteur ouvrant de nouvelles perspectives aux investisseurs. Alors, pour ce qui concerne le secteur de la défense, je dirais qu'on sort vraiment d'une longue période de sous-investissement. Donc, c'est une période qui est positive pour le secteur. On sait qu'au niveau donc des dépenses, on doit atteindre 3% du déficit budgétaire pour 2030. On est encore très loin du résultat en Europe. Alors, je ne parlerai pas trop des États-Unis parce que là, on est en contraction, effectivement, des dépenses. Mais en Europe, allez, mis à part la Pologne et quelques pays comme la Grèce, en Europe, on est vraiment loin de ce déficit budgétaire. Je dirais qu'au niveau des marchés, quand on analyse un petit peu plus en détail, on voit que les perspectives de dépenses sont déjà largement intégrées dans les cours. Le MSCI Europe Aerospace et Défense, lui, cote à 23 fois le bénéfice attendu. C'est énorme. On est proche des 7 magnifiques aux États-Unis. Alors, si on se concentre vraiment sur le secteur européen, ce qui est important aussi à noter, c'est que c'est un secteur qui est petit, mais qui est aussi très dispersé. C'est-à-dire que de nombreuses entreprises actives dans le secteur de la défense sont aussi présentes dans d'autres activités, comme notamment l'aviation ou encore les matériaux lourds. Le dilemme entre investissement dans l'effort de guerre et le secteur du durable surgit une fois de plus. C'est une question qu'on entend très régulièrement quand on rencontre les clients. Je dirais que d'abord peut-être, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'en Belgique, le financement des armes controversées est interdit. Donc ça, c'est un élément qui va vraiment avoir un impact sur toute l'investment case de la défense. Cette dispersion, en plus des entreprises européennes à travers différentes activités, eh bien, elle implique souvent qu'on aboutit à une exclusion des entreprises qui auraient ne serait-ce qu'un infime pourcentage de leur chiffre d'affaires investi dans ces armes controversées. Et même si on n'exclut pas d'office, l'analyse de durabilité réalisée par les asset managers ne les place pas nécessairement dans une approche qu'on appelle best in class, donc avec les meilleurs élèves de la classe. Et donc, si on regarde une fois de plus cet indice MSCI Europe Aerospace et Défense, on a par exemple un Airbus dont le score de durabilité, ma foi, est assez honorable. Mais si on se penche sur les autres, je pense à BAE Systems ou encore à Kongsberg ou encore Rheinmetall ou Leonardo, là, le score est nettement moins bon. Et il ne faut pas perdre de vue que cette dispersion amène aussi à comparer, c'est toujours comme ça qu'on fonctionne en ESG, ces entreprises avec leur groupe de pairs. Et leur groupe de pairs, c'est souvent les biens de consommation. Donc on n'est pas du tout sur le même créneau. Je dirais qu'en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en Europe, en tout cas, le secteur est étroit, il est dispersé. Alors c'est louable, évidemment, d'investir dans la défense. Les scores de durabilité peuvent être parfois assez intéressants, même ne serait-ce que pour la question environnementale. Mais attention, parce que ce sera compliqué pour l'investisseur particulier d'aller tout miser sur ce cheval-là.
Merci pour votre tour de l'actualité journalier. Merci à vous pour votre fidélité. Demain matin, nous serons de nouveau à votre écoute. Mais à quoi va servir cet épisode, Anne ? Dans votre épisode de ce samedi, c'est Béatrice que vous retrouverez pour votre coup d'œil sur l'actualité économique. Je vous souhaite déjà un excellent week-end ensoleillé. Merci d'avoir été à l'écoute aujourd'hui.